Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur moyen pour devenir riche, célèbre et reconnu dans le monde moderne que de faire du porno. Ah oui, dans la société d'aujourd'hui, on essaie de rendre l'industrie du porno normale. Ça, c'est le truc qui les énerve, hein. Mais c'est revenir au fait que le est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience. Ah, c'est un métier comme un autre. Je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo et de lui dire héberge-moi, je te... Trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai des qui puaient pour de l'héroïne. Et c'est ok. Quoi Vraiment, je suis très content d'avoir su. Pourquoi j'ai entendu ça? Ah non, mais pour eux, en fait, le S, c'est une liberté absolue. Et ils l'ont emballé, en fait, avec tout le reste du package No Limit. Dro, excès, dopamine express. Ils veulent te vendre ça comme si c'était la version premium de la vie. C'est ça le but. Alors que eux, ils ont juste transformé un truc intime en un produit de consommation illimitée. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que pour lui, c'est pas bien quand c'est pour la reproduction. Ils ont une vision soit du au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du C'est pas bien ça? Presque un truc de procréation. Comme si c'était la version low cost du truc. C'est comme si tu disais, c'est nul de manger un concombre. Non, faut se le mettre dans le... En réalité, chaque seconde, plus de 30 000 personnes appuient sur play. Chaque seconde, sur un des sites qu'on connaît tous. Et gagner de l'argent avec, bah, ça devient respectable parce que c'est le capitalisme. Moi, perso, ça me dérange cette marchandisation du corps. Alors, ça parle de émancipation, prise de pouvoir, liberté. Mais derrière ce packaging marketing, ça reste un business. Désolé. Oh, ne pleure pas. Un business où des corps deviennent des produits. T'en penses quoi, toi? Peut-être que t'en fais partie. Peut-être que tu te dis que le porno, c'est inoffensif. Que tout le monde le fait, que c'est juste du divertissement. Un petit snack visuel, rien de plus. Bah, regarde ce que sont devenus les stars du porno d'avant. J'ai perdu toute ma famille. C'est très dur. La plupart ont fini accro à la dro-dro, ou elles sont devenues clodo à Los Angeles. Et maintenant, à côté, regarde Mia Khalifa. Ça l'était. Je me sentais complètement isolé, aussi par ma famille et par tous les gens autour. Multimillionnaire, elle a animé des émissions avec des stars de NBA. Elle participe à tous les Fashion Week à Paris, à Milan. Elle pose pour les marques de luxe. Elle a lancé sa propre marque de bijoux. Alors qu'avant, elle portait plutôt des bijoux de famille. Elle a donné des interviews à quasiment tous les gros médias. À la base, c'est une assistante juridique issue d'une famille libanaise. Et en quelques semaines après ses débuts, elle était numéro 1 d'un des plus gros sites du porno du monde. Tout en recevant des menaces de étant rejetée par sa religion et par sa famille. Le hit poursuivait. Je n'ai plus le droit de retourner au Liban. Et je suis banni du Moyen-Orient. Ce qui est fou parce que c'est eux qui regardent le plus mes vidéos. Puis elle quitte définitivement l'industrie. Après seulement 12 000 € gagnés. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Mais entre-temps, Mia Khalifa, comme la majorité d'entre elles, a utilisé le porno pour devenir connue. Ah ouais, non mais là, elle traîne avec les plus grosses célébrités d'Hollywood, les plus gros milliardaires. Elle est invitée à toutes les soirées. De son vrai nom, c'est Sarah Jo Chamoun. Elle a grandi en même temps qu'Internet. Et surtout, à un moment charnière de l'industrie du S. Parce qu'à l'époque, le contenu hem-hem, c'était surtout sur VHS, dans des magazines ou alors des magasins spécialisés. L'argent était limité et contrôlé par les producteurs. Les actrices, elles étaient payées à la scène, sans possibilité d'être indépendantes. Elle est rentrée là-dedans, comme beaucoup d'autres, elle s'est fait aborder dans la rue par un mec qui lui a proposé du modeling. Avant de l'inviter au studio, il lui montrait tout le bordel. Le studio, c'était Bang Bros, un des plus gros à l'époque. C'était pas en mode, ah, tu veux faire ça? C'était plutôt, ah, t'es magnifique, t'as déjà pensé au mannequinat? T'as un super corps, tu serais parfaite pour faire du ham-ham. Des trucs comme ça. Et quand j'ai visité le studio, c'était très respectable. Magnifique endroit à Miami, propre, tout le monde était sympa. Les bureaux décorés avec des photos de famille, ça n'avait rien de bizarre. Donc elle signe le contrat, elle revient le lendemain, elle tourne sa première scène, et un mois plus tard, lors d'une scène, on lui fait porter un hijab. Ah, c'est sûr, c'était super controversé, mais c'était un moment très décisif pour sa carrière. Direct, elle prévient le studio qu'elle peut se faire... Je leur ai dit mot pour mot, vous allez me faire... Ils ont répondu quoi? Ils ont rigolé, et elle le fait quand même. Et là, bah c'est l'avalanche. Elle a limite une fatwa sur elle. Elle se fait pirater son Instagram. Il poste des photos d'elle à walper dessus. Il poste même une image où elle se fait... Sa famille, ils sont assez tradis, ils voient ça, ils la renient direct. Ils ont photoshopé une image de moi sur quelqu'un en train d'être... en disant en gros, tu es la prochaine. Donc elle, un mois plus tard, elle arrête tout. Mais tout ce contenu, il reste en ligne. Pour elle, il est impossible de retrouver un boulot normal. J'ai compris que je ne pourrais plus jamais avoir une vie normale. Donc d'après elle, elle est partie, la tête haute. Sauf que tu peux sortir du porno, mais le porno ne sort jamais de toi. Donc forcément, pour remonter, il restait qu'une seule option. Et pile à ce moment-là, OnlyFans explose. Quand elle rejoint OnlyFans en 2020, elle explique que c'est une réponse morale
aux explosions à Beyrouth qui ont fait beaucoup de Elle promet de faire un don des premiers 100 000 $ qu'elle va gagner. En 2020, j'ai décidé de rejoindre OnlyFans. J'ai pris la décision de m'inscrire pour faire un don. Si j'arrivais à gagner 100 000 $, je les donne direct. Alors, pas besoin d'être un génie pour comprendre si c'était vraiment sincère ou juste bien marketé, mais dans tous les cas, ça a relancé sa carrière. Et il y a une version longue et non censurée de cette vidéo, ce qui la rend vraiment plus intéressante. Sur mon Patreon, le lien est dans la bio, ou alors si vous devenez membre de ma chaîne YouTube. Et je vais la mettre aussi sur mon Telegram. Et justement, Mia Khalifa, elle devient un peu le pont entre ces deux mondes. L'ancien monde du porno, où les actrices sont très mal vues et boycottées, qui finissait dans l'oubli, et le nouveau qui transforme ça en business de célébrité et d'entrepreneur. Dis-moi, est-ce que tu es pour ou contre cette glorification du porno? Et l'exemple parfait de ce nouveau monde, c'est Sophie Rain. En 2022, c'est une serveuse de 19 ans qui galère à payer ses factures. Aucun lien avec l'industrie du porno. Ma sœur faisait OnlyFans. Et je me suis dit que j'allais essayer pour quitter ce boulot de serveuse. Je bossais tous les jours de 9 à 17 heures dans un resto italien. Ça s'appelait Papa John's. C'était sympa, j'aimais bien servir, mais je gagnais rien. Et tout explose avec sa fameuse vidéo Spider-Man. À chaque fois, je disais non, mais c'est pas moi. Et les gens répondaient, mais si, tu manges, c'est que c'est toi. Et le plouf, c'est qu'en vérité, c'était même pas elle qui a posté sa première vidéo. C'était même pas véritablement une vidéo d'elle. Et pourtant, elle a gagné 95 millions de $ en 3 ans, grâce à cette confusion. Et en 3 ans, t'as gagné combien? La dernière fois que j'ai regardé, 95 millions. Sérieux? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2023, Sophie et sa sœur Sierra postent des photos sur OnlyFans en mode Spider-Man. Et au même moment, une autre créatrice, Naomi, qui lui ressemble, publie une vidéo explicite en costume moulant de Spider-Man. Et Internet est là, il mélange tout. Et t'as des millions de mecs qui sont persuadés que Sophie, elle a leak une vidéo hardcore. Elle comprend que c'est du trafic gratuit. Et elle commence à jouer le jeu sur TikTok à fond en accentuant cette rumeur. Sauf qu'en réalité, il n'existe aucune vidéo hardcore de Sophie Rain en tenue Spider-Man. C'est de la pure fantaisie collective. Un de ces trucs aussi pour renforcer son côté buzz et attirante, c'est que à chaque fois elle mentait, elle se présentait comme en étant innocente. Et là forcément t'as tous les mecs qui sont là, oh je paye. Et donc ça c'est le décor. Et ce dont on parle pas assez, c'est justement l'impact de cette addiction à rechercher ce genre de trucs dégueulasses. Surtout quand ça commence jeune. Au début ça a l'air inoffensif, puis petit à petit ça grignote ta concentration, ta discipline et même ta confiance. Moi perso, j'ai arrêté de me... Mon père, de toute façon, il m'a toujours dit que c'est péché. Donc, depuis que je suis marié, c'est terminé. Zéro. Même pas une fois. Et je suis d'accord avec un truc, c'est que c'est une vraie addiction. Je l'ai clairement ressenti. Par exemple, avant, ça m'arrivait tout le temps. Je suis sûr, toi aussi. Je commande à manger. Et là, bon, j'ai 20 minutes à attendre. Je m'allonge sur le canapé. Et là, t'as mon cerveau qui me dit, genre, on va juste rester comme ça. 20 minutes. On a largement le temps de... Sauf que non, on n'a jamais le temps. Parce que bien sûr, à chaque fois, au pire moment, t'as la notification comme quoi le livreur arrive dans 3 minutes. Et là, franchement, ça devient un challenge. T'es là, t'as un œil sur le un œil sur la carte avec le petit bonhomme qui se déplace. Ah, c'est plus un moment de détente, non, c'est une compétition. Une course contre le livreur. L'homme contre la machine. Et ça finit jamais bien. Je suis sûr que ça t'est jamais arrivé, ça, hein. Alors mets un gros like si tu l'as déjà fait au moins une fois dans ta vie. Non mais mets un gros like juste pour soutenir, c'est une vidéo très intéressante. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne sais pas quelle expression utiliser pour censurer le... Est-ce que t'as une façon marrante de le dire? Voici un tableau de comment toi tu dois le dire en fonction de la première lettre de ton prénom et de ton mois de naissance. Ça fait quoi pour toi? Tu me le mets dans les commentaires. Aujourd'hui on dirait que tout le monde est sur OnlyFans. Ça y est, j'ai craqué. J'ai ouvert mon OnlyFans. Je vais poster aussi dessus les vidéos longues en format non censuré. Parce que ça se trouve, certains de mes abonnés, c'est plus simple pour eux de regarder mes vidéos sur OnlyFans. Et je sens déjà que vous êtes tous prêts. Alors, c'est parti! Il y a 5000 ans, en Mésopotamie, on sculptait déjà des corps walpés dans de l'argile, avant de les enterrer dans le sol. Comme quoi, même sans Wi-Fi, l'idée était déjà là. C'était vraiment le plus ancien métier du monde. En 1839, la photographie apparaît. Les premières personnes immortalisées, c'est un cireur de chaussures et son client, sans faire exprès. Mais les premières personnes immortalisées exprès, c'est une femme à walper. L'objectif est se pointer tout seul. Une seule image, gravée sur métal. Rare, cher et soigneusement caché. En 1953, le magazine Playboy apparaît. 50 000 exemplaires vendus. Ce qui était caché se retrouve maintenant en vitrine. Quand Playboy a commencé, le maximum pour un magazine spécialisé, c'était quelques centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, on peut facilement atteindre des millions. Hey Ralph, ça coûte combien le Playboy ? Mettez-le dans le sac, s'il vous plaît. Dans les années 80, la VHS ramène ça directement à la maison. Quand ils ont lancé une cassette VHS que le prof d'histoire avait laissée, ce qu'il y avait dessus lui a causé de sérieux problèmes. Puis c'est arrivé à la télé,
embrouillé sur Canal+. On essayait d'habituer nos yeux pour voir à travers le cryptage là. Et les gars de ma génération se rappellent sûrement du premier samedi du mois, M6. Puis Internet arrive et là, tout commence à déraper. Il y avait une époque où Internet était innocent. YouTube, c'était des vidéos de chats, des anniversaires, des fails. On ne cherchait pas à devenir viral. On partageait juste des moments. Bon voilà, on est devant les éléphants. C'est à peu près tout. C'est la toute première vidéo YouTube, ça. Et ça, c'est son créateur. Et puis arrive Instagram. Instagram permet de partager et de modifier les photos prises avec son téléphone. Tu peux prendre une photo, la retoucher et la partager facilement avec tes amis. Mais en 2012, Facebook rachète la plateforme et tout change. Instagram, une boîte de 13 employés rachetée pour $1 milliard. Parce que depuis ce moment-là, le but n'est pas de partager. Non, le but, c'est de devenir viral. Quand une entreprise sans revenu vaut $1 milliard, tu te dis, attends, mais c'est quoi le plan? Et très vite, Instagram commence à recommander du contenu surtout à des ados intéressés par ça. Et puis, TikTok débarque. Et là, le jeu change complètement. Chaque interaction avec une vidéo entraîne l'algorithme sur tes préférences. Et comme elles sont très courtes, il collecte énormément de données, très vite. Donc ceux qui commencent avec des danses et du lip sync devient très vite autre chose. Alors aujourd'hui, un feed moyen est rempli, enfin, c'est pas ce qu'on peut appeler du porno, mais c'est vraiment pas loin. Ouvre juste Instagram, scroll TikTok, regarde toutes les vidéos, toutes les photos. En quelques minutes, tu vois du fitness, de la mode, de la danse. Alors c'est toujours subtil, c'est pas assez explicite pour être supprimé, mais assez suggestif pour attirer ton attention. Donc ça, c'est pas censuré, ça rapporte de l'argent, y a pas de souci. Alors que moi, je suis obligé de dire de me censurer tout le temps. J'essaie d'éviter ça, mais à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je tombe sur du contenu ham. Et ça rend tout 10 fois plus difficile. Parce que les plateformes tournent à l'algorithme. Et l'algorithme adore l'engagement. Et l'engagement explose avec du contenu ham. Les personnes attirantes ont plus de likes. Une fille comprend très vite que de poser de manière lui apporte beaucoup plus d'abonnés que de sourire normalement. Donc l'algorithme, il pose pas de questions, il regarde juste les chiffres. Plus de posts, plus de clics. Donc si c'est ça qui marche, on le met en avant. Et les créateurs, ils suivent ce modèle. Les tenues raccourcissent, tout devient très suggestif et les trends poussent toujours à aller un peu plus loin. Et on est clairement désensibilisé. Ce qui était choquant avant, c'est devenu normal aujourd'hui. Plus on en voit, moins on réagit. Et moins on réagit, plus ça se répand. Et c'est comme ça que la normalisation fonctionne. Dans une des vidéos avant, sur Jeffrey, on avait parlé de la fenêtre d'Overton qui se déplace. C'est ça. Et maintenant, avec OnlyFans, vendre des photos wallpées, c'est devenu du commerce normal. C'est du génie. Depuis qu'OnlyFans a explosé, c'est le business le plus intelligent. Tu postes des photos comme sur Instagram, sauf que les gens payent. C'est littéralement de l'argent infini. Je comprends même pas pourquoi on les juge. J'ai déjà fait une vidéo sur les stars d'OnlyFans. L'actrice Shannon Elizabeth, celle qui a joué Nadia dans American Pie. Je vais mettre la séquence sur mon Telegram pour vous rappeler qui c'est. Alors qu'aujourd'hui, elle est âgée de 52 ans quand même, elle a ouvert un compte OnlyFans. Et en une semaine, elle a déjà gagné plus d'1 million d'euros. Des filles de 1,3, de 1,4, de 1,5. Ils se disent déjà, mais dès que j'ai 18 ans, je fais ça. Ça sert à quoi de faire des études? Tu vis dans une société aujourd'hui, des gens ils font médecine et ils font 10 ans d'études. Et ils gagnent 3-4 000 balles par mois, après des années d'études où on te dit c'est la voie royale. Et t'as des meufs qui montent leur Instagram et elles prennent 40-50 000 balles par mois. Et de plus en plus, tu vois ça. C'est une culture entière qu'on a entièrement façonnée. Pour que tout ça, ça paraisse normal. Et rien n'est arrivé au hasard. Ça a été construit, poussé, marketé. Exactement comme tous les produits avant qui ont été vendus comme en étant bon pour nous. Dans les années 40, la cigarette, c'était un symbole de réussite, de statut, presque de santé. Oui, selon cette étude, plus de médecins fument des Camel que n'importe quelle autre cigarette. Il y en avait partout, c'était validé par des experts, vendu aux mamans, aux sportifs, même aux enfants. Ce n'était pas un vice ou une addiction à l'époque, c'était normal, comme OnlyFans aujourd'hui. Puis est arrivé le sucre aussi, emballé dans des mascottes souriantes, sur des boîtes colorées. Voilà les Apple Jacks de Kellogg's, avec encore plus de vrai goût de pommes, pour un petit déjeuner complet. On nous disait que c'était du carburant, de l'énergie, un bon départ pour la journée. Un Coca-Cola bien frais, aucun souci pour la ligne. Cette petite bouteille contient à peine plus de calories qu'un demi-pamplemousse. C'est faux. Et on l'a appris quand les vraies études sont sorties, beaucoup plus tard. Et on a réalisé qu'on nous a vendu un mensonge. Le sucre présente tellement de risques qu'il devrait être considéré comme une substance contrôlée, comme le tabac ou l'alcool. Et aujourd'hui, c'est le porno. On fait face à un nouveau tabac qui s'est imposé partout.
en silence. Mais cette fois, le marketing est plus malin. On te vend pas ça comme un produit, on te vend ça comme du progrès, de l'émancipation, de l'inclusion, de la liberté. On est dans une génération où on dit aux femmes que textualiser leur corps, c'est normal. OnlyFans, c'est une plateforme qui permet aux femmes de reprendre le contrôle. Et ce message-là, il est partout. Les femmes disent qu'avoir OnlyFans, c'est de la prise de pouvoir. Et si c'était juste un mensonge de plus, comme avec la clope ou le sucre, si on était en train d'assister en direct à une crise de santé publique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une génération apprend l'intimité à travers un contenu qui est conçu pour l'exploiter. Non seulement ils ne savent pas comment gérer ça, mais ils commencent à croire que c'est comme ça qu'ils doivent se comporter lors de leur premier rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, des garçons associent le désir à des inconnus sur un écran, plutôt qu'à une vraie connexion. Quand une femme est dans le lit, en lingerie, et que toi tu es enfermé dans la salle de bain sur ton ordinateur, il y a un problème. On pensait que fumer était inoffensif parce que le packaging était propre, parce que les médecins le validaient, parce que tout le monde le faisait. Et con. Tout comme les cigarettes sont un poison pour les poumons, les chercheurs découvrent que la pono est un poison pour les yeux, l'âme et la conscience S. Alors pose-toi la question, le pono aujourd'hui, ça ressemble à quoi? C'est partout, c'est gratuit, c'est normal, mais ça reprogramme des millions de cerveaux et en silence. Mais dis-toi que à chaque fois que tu vois quelque chose de ton cerveau t'envoie une récompense. Un petit shot de dopamine. Et le cerveau, ça apprend vite. Et avec le temps, il associe certains contenus au plaisir. Et il commence à en vouloir plus. Ça s'appelle la sensibilisation à la dopamine. Ton système de récompense est entraîné à chercher des stimuli les plus forts possibles. Et comme avec le jeu ou la dro-dro, la tolérance s'installe. Le même contenu ne suffit plus. Alors tu vas un peu plus loin, puis encore plus loin, jusqu'à ce que ça devienne la routine. Et la plupart des mecs, ils s'en parlent pas, mais ils le ressentent. Le pono ne vole pas seulement ton temps, ça vole aussi ton énergie, ta motivation et ta confiance. Là, dans la version longue qu'il y a sur mon Patreon, alors en devenant membre de ma chaîne YouTube, je veux plus aborder de comment fonctionne cette addiction sur le cerveau. Je vais donner des conseils comment s'en sortir, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. J'ai 25 ans et j'ai une addiction sévère au pono. J'ai dépensé plus de 20 000 $ là-dedans. J'ai plus de vie S parce que j'ai des troubles à voir le barreau dès que je suis avec une fille. Je suis complètement détruit. Alors les troubles du barreau, avant c'était un truc pour les mecs de 50 ans. Aujourd'hui ça touche les mecs de moins de 25 ans. C'est du jamais vu. Je n'arrivais même plus à être enjoui juste parce qu'une femme était walpée devant moi. Il fallait que j'imagine des scénarios extrêmes pour entrer dans le truc. En fait l'intimité réelle commence à paraître ennuyeuse. Elle me disait tout le temps qu'elle avait l'impression que je n'étais pas attiré par elle. Elle devenait frustrée, énervée, et moi j'étais juste humilié. Et ça ne touche pas que toi. Une étude sur 4000 scènes montre que 45% du pono contient des scènes de vie extrême. Ce n'est pas marginal, c'est mainstream. Le pono, d'ailleurs, c'est l'opposé des valeurs familiales. Tu peux y retrouver presque toutes les combinaisons familiales possibles. Par exemple, t'as maman et fille, c'est super populaire, ou alors t'as papa et fille. Alors, super, tout va bien, aucun souci. Mais tu ne trouveras jamais la combinaison maman-papa. Alors que c'est la seule version normale de hum-hum familial. Mais apparemment, ni dans la vraie vie, ni sur un écran, personne ne veut voir papa-maman. Je pense que la catégorie papa et maman, c'est uniquement recherché par les orphelins. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas ce qu'il y a après. Vous ne voyez pas les larmes, les bleus, le fait qu'elle ait accepté la scène juste pour être payée. Les gens ne voient pas ce qui est brisé derrière les sourires. Beaucoup de femmes font des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées, juste pour avoir plus de vues. Si tu disais non à certaines pratiques, on te disait clairement qu'ils ne te rappellent plus. Et donc plus on regarde ça, plus on s'habitue et donc plus on repousse la limite. Dans le pono, il n'y a plus d'humanité. Les gens sont réduits à leur corps. Et ça touche tout le monde, même ceux que tu n'imaginais pas. Pendant des années, mon secret, c'était mon addiction au pono. Ah, voici un sportif, une star d'Hollywood, l'image même de la force. Et pourtant, Terry Crews, c'est devenu un truc dans mon cerveau. J'étais accro. Ça a failli détruire son mariage. Le pono m'a conduit à être infidèle. Ça a détruit sa santé mentale. J'ai compris que j'y allais, surtout quand j'étais déprimé, seul, triste, détruit son identité. Je pensais avoir plus de valeur que ma femme. Juste parce que j'étais un homme. Et il n'est pas seul dans ce cas-là. Mon fils a pris mon téléphone et il a vu du pono. Et là, j'ai compris que ça avait complètement dégénéré. Pour moi,
Playboy a été la porte ouverte vers une addiction totale. Mon père avait laissé traîner un magazine quand j'avais 5 ans. Ça a influencé presque toutes les décisions de ma vie. Mais dans tout ça, il y a aussi un autre côté qui est beaucoup moins visible, qu'on n'a même pas encore exploré. Parce que pendant que le débat public tourne depuis des années à savoir si le porno apporte à ces femmes de l'émancipation, du pouvoir, ou alors il les transforme en exploitées et victimes, on parle des influenceuses, des actrices, mais dans tout ça, les vrais gagnants, ce sont ceux qui ont construit l'industrie. Je suis sûr que tu connais quasi toutes les filles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Tu savais à quoi ressemblaient Mia Khalifa, Kim Kardashian ou Bonnie Blue là avec ses records. Elles sont ultra visibles. Mais les hommes qui possèdent les plateformes sur lesquelles elles travaillent, eux, ils sont quasiment invisibles. Quand Mia Khalifa a tourné pour Bang Bros en 2014, le studio était encore indépendant, mais il a rapidement été absorbé dans un immense empire du web, financé par des capitaux institutionnels et géré par des dirigeants sans visage. Et la structure derrière la majorité de ces distributions, c'était un conglomérat canadien appelé MindGeek, qui possédait Pornhub, RedTube, Brazzers et des centaines d'autres sites que tu connais sûrement. MindGeek n'a jamais été construit par passion. Derrière, il y avait près d'un demi-milliard de dollars qui venaient de JP Morgan et d'autres gros investisseurs. Mais pour JP Morgan, ça commence à se comprendre. Là, ça vient de sortir là. Une meuf qui est cadre chez eux dans la direction, elle a transformé un employé, un homme indien, en esclave S. Alors que le mec est marié. Elle le forçait à prendre des petites pilules bleues pour avoir le barreau. Et elle levait. Elle lui mettait des coups de pression, genre s'il le faisait pas, elle allait le virer. T'aurais accepté, toi? Je vais en parler plus sur mon Telegram. Le porno, c'est une des industries qui rapporte le plus dans ce monde. Le plus surprenant encore, c'est que même des institutions qui ont de bonnes réputations, comme Cornell University, elles sont directement dans cette industrie, ils sont exposés dedans. Alors qu'ils investissent aussi dans Facebook, dans Meta, dans Google, ils sont aussi liés aux plateformes adultes. Allez mes Yagadou, moi je vous fais un maximum de Yagadakis. Ça, vous pouvez en être accro, y a pas de souci. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais ça chez ma femme. La vache! Oh!